Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Madame Ouedraogo. M'entendez Bonjour. bien? Oui, on vous reçoit. D'accord. Juste un instant. Est-ce que c'est bon pour les diapos? Oui, je crois que c'est bon, mais c'est pas pour les autres participants. D'accord. Donc, bonjour tout le monde. Euh, Moi, c'est Rodrigue Afando, comme Madame Ouedraogo vient de m'introduire. Je suis enseignant à l'université virtuelle et je contribue aussi au centre de recherche interdisciplinaire en IA, Citadel, qui est d'ailleurs hébergé au sein de l'université virtuelle de Lumière. Voilà, donc ce matin, merci déjà à moi pour l'organisation et pour voilà, l'invitation. Je pense que ce sujet, comme vous l'avez pu voilà, le remarquer, ça sera beaucoup plus en fait une discussion et que chaque participant, voilà, chaque personne connectée ou sur place devrait pouvoir en fait donner sa contribution. À partir du moment où ce ne sont pas des données figées, ou voilà, dans lesquels je puisse. Donc, tout le monde pourra contribuer. Euh, je pense que j'ai combien de minutes? 30, 45. C'est ça, 30-45. OK, merci. Très bien. Donc, ce matin, nous entretenir sur le thème, en fait, qui porte sur l'état de la recherche, en fait, en intelligence artificielle au Burkina Faso. Donc, comme tous les pays, d'accord? Aujourd'hui, quels que soient en fait voilà, nos moyens, l'IA devient en fait un moyen en quelque sorte que chacun doit se procurer. Et c'est comme l'évolution des téléphonies au début. Peut-être même si tu étais réticent, aujourd'hui, voilà, on est en plein dedans. Donc, ça devient un sujet voilà, obligatoire en quelque sorte. Donc, d'abord, je vais présenter rapidement ce que c'est que Citadel. Ensuite, je vais parler de l'état d'avancement de l'IA de façon générale, un peu partout dans le monde. Et après, je descendrai un peu sur l'actualité au niveau du continent africain avant de voilà, déterminer voilà, sur ce qui est du Burkina. Donc, je dis encore que c'est vraiment limité, donc toutes les contributions voilà, seront les bienvenues. Donc, au niveau de Citadel, c'est un centre en fait de recherche, ou un centre d'excellence interdisciplinaire dans la mesure où là déjà vous voyez que nous travaillons sur au moins 6 axes stratégiques qui visent en fait à développer et à produire des solutions, à conduire en fait des recherches orientées IA. Donc les 4 points qui vont ressortir très souvent, c'est qu'on travaille en fait à développer de l'IA qui est saine, d'accord, inclusive, responsable et surtout digne de confiance. Donc, aujourd'hui, lorsque vous parlez d'IA, généralement, il y a deux volets qui ressortent. Déjà, on va vous parler de la question d'éthique, de responsabilité.
Et aussi, vu que la majorité se demande comment est-ce que l'IA fonctionne, ils vont vous poser la question, est-ce que c'est digne de confiance? Ou est-ce qu'on doit vraiment faire confiance en fait à toutes les solutions d'IA qui nous sont offertes? Ou voilà, comment faire en fait pour convaincre en fait ces derniers? Donc, nous travaillons sur 6 axes stratégiques, tout ce qui est agriculture, pastoralisme, langue et héritage, la sécurité, la fintech, la vie privée et l'explicabilité et la question de santé aussi d'énergie. Ici, il faut dire que 6 axes, ça fait beaucoup, mais en même temps, ça nous interpelle en quelque sorte sur l'état de la recherche en fait au Burkina. Ça veut dire qu'actuellement, tout est urgent, comme on aime le dire. Ça veut dire que tous les domaines en fait ont besoin d'être explorés et on doit les explorer, raison pour laquelle on se retrouve à faire plusieurs axes à la fois. Donc, Citadel, aujourd'hui, c'est autour de... Je pense que nous avons 6 doctorants actuellement. Et depuis le début, on a déjà formé au moins une cinquantaine d'étudiants en master, donc qui sont venus, qui ont eu des bourses, qui sont venus se faire former chez nous en intelligence artificielle et qui ont travaillé sur des thématiques diverses. Donc, cinquantaine d'étudiants, ça équivaut à cinquantaine de thématiques distribués sur ces 6 axes et qui viennent voilà, d'une dizaine d'universités. Et au niveau de Citadel également, nous donnons des talks chaque mois où nous invitons généralement les chercheurs qui sont de la diaspora ou en majorité de la diaspora pour qu'ils contribuent aussi à leur façon à l'évolution de la recherche, titiller un peu les chercheurs de chez nous pour leur donner de nouvelles idées, voilà, des idées de recherche et de collaboration. Et aussi, nous avons à ce jour une dizaine de publications, voilà, sur l'IA. Donc, comme je disais, d'abord, il y a le volet, en fait, conférence, ou talk, en fait, que nous organisons régulièrement. Citadel intervient aussi dans la formation du master fouille de données et intelligence artificielle de l'université virtuelle, qui a sa deuxième cohorte cette année. Et les différents projets, voilà, de mémoire qui sont cités un peu plus haut sur les 6 axes. Donc, à partir de là, vous aurez bien évidemment des informations vous pouvez aller sur les sites et avoir des informations voilà, sur Citadel. Ce que je n'ai peut-être pas mentionné, c'est que ça constitue aussi une porte pour les étudiants qui veulent aller bosser ailleurs, aller continuer leur recherche à l'extérieur. Je sais que nos jours, on a au moins 4 à 5 étudiants de master qui sont allés poursuivre leur thèse, que ce soit là aux côtés de la France ou bien de France ou à Montréal aussi. Maintenant, revenons sur l'état de l'IA de façon générale. Alors, ici, en fait, ce sont des données du AI Index de 2024. Donc, sur les données, en fait, qui vont jusqu'à 2023. Mais ça, c'est sorti récemment. Donc, ici, il montre, en fait, globalement, quand on parle, en fait, de modèles de fondation, ici, il faut comprendre, en fait, par des gros modèles. Ce sont des modèles qui sont entraînés sur de gros volumes de données, sur voilà, de grosses machines en fait de calcul. Donc ici, comme exemple, on va parler de BET, on va parler de ChatGPT, de GPT, par exemple, 3 ou 4. On va parler de Claude, d'accord, Claude 2, et on va parler, par exemple, de Llama, qui vient d'ailleurs de faire sortir la dernière version. Donc ici, vous verrez clairement les pays en fait qui contribuent le plus. Et chez nous en Afrique, bon, c'est vrai que nous ne sommes pas les seuls à être tout blancs, mais ça ne devrait pas en fait forcément se justifier parce que nous devons aussi nous mettre dans la danse. Donc c'est pour montrer en fait jusqu'où à ce niveau-là nous sommes encore un peu en arrière. Et si je continue pour vous montrer un peu les grands détenteurs en fait de ces modèles, vous allez voir que il y a Google et puis OpenAI et voilà qui sont dans la danse. Et si on regarde, ce sont voilà ceux qui ont terre à terre, ceux qui ont l'argent.
Donc aujourd'hui, on va vous dire que tous ceux qui ont les gros modèles, c'est tous ceux qui ont les moyens, en fait, voilà, pour investir dans la ressource humaine et dans les données et aussi et dans les puissances de calcul. Donc, vous allez voir la répartition. Est-ce que ça vient de l'industrie, de l'académie ou bien, voilà, des bénévolats? Donc ça nous conduit directement à parler, en fait, de tout ce qui est publication scientifique. Et lorsqu'on essaie de regarder, vous allez voir que au niveau de la Chine, on a en fait une forte contribution scientifique au niveau de tout ce qui est voilà, éducation. Mais au niveau industriel, on va voir que ce sont les États-Unis qui dominent. Et voilà la Chine maintenant qui descend au niveau tout ce qui est, euh, comment dirais-je, tout ce qui est gouvernement et les non-profits, ce sont c'est l'Union européenne. Peut-être le fait qu'ils financent peut-être beaucoup de projets ouverts. Donc, ça pourrait aussi s'expliquer. Et là, on va parler, ça vient du rapport de l'index, en fait, de 2023, parce que j'ai pas trouvé une carte pour 2024, où il montrait effectivement l'évolution des papiers depuis 2002 à 2022, où on voit par exemple que clairement, en Afrique, il n'y avait pratiquement pas de papier qui venait de nos centres de recherche. Donc, quand on regarde, blanc, ça veut dire zéro, hein. Et quand on commence à bleu, ça veut dire qu'il y a au moins un papier significatif. Donc, quand on parle de papier ici, ce ne sont pas des papiers qui se basent juste pour répliquer des travaux existants. Ce sont des papiers qui ont vraiment contribué à l'avancement des modèles d'IA au niveau algorithmique et ainsi de suite. Donc ici, vous verrez clairement que chez nous en Afrique, jusqu'en 2022, je pense même que si on a 2023, je suis pas sûr qu'on aura, peut-être côté Afrique du Sud, peut-être qu'on peut avoir un peu de changement, mais c'est vraiment à vérifier. Donc ici, ce qu'on peut retenir, déjà rien qu'à partir en fait de ce graphe-là, c'est que ici en fait tous les grands modèles, d'accord, qui sont produits et qui sont mis par exemple sur le marché viennent de l'industrie. Raison pour laquelle il faut, par exemple, déjà chez nous, si nous voulons aller un peu plus vite au niveau de l'adoption de l'IA, il faut que le secteur en fait privé, voilà, s'approprie et derrière, voilà, se mettre les moyens pour, voilà, développer des solutions. D'abord, qui sera bénéfique pour eux-mêmes d'abord, avant et voilà, et ça va se propager. Donc, quand on regarde les statistiques, au niveau industrie, depuis 2023, d'accord, on peut compter déjà 51 modèles, d'accord, qui sont quand même significatifs. Et au niveau académique, c'était 15. Et lorsqu'on regarde en fait la collaboration entre académie et industrie, on était autour de 21. Donc, ces données, par exemple, ça a vraiment évolué parce que si on prend le rapport de 2022, je pense que c'était 14 au niveau industrie et environ 3 à 4 en fait au niveau académique. Donc, ça montre en fait, rien que 2023, ça a changé complètement la donne. Ça montre aussi jusqu'où en fait les choses évoluent très rapidement. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui pourraient nous surprendre en fait, voilà, d'ici l'année prochaine, lorsqu'on aura le rapport de 2024. Alors, quand on parle de modèle d'IA, tout ce qui vient de l'industrie ou de l'académie ou de la collaboration entre les deux entités, il faut garder en tête en fait ce triptyque, d'accord? Performance, quantité de données et capacité de calcul. Donc, vous verrez clairement du rouge au vert. C'est pour partir en fait de modèle de machine learning classique et en fonction de ce que ça peut faire, en fonction de la quantité de données et de la performance en fait de calcul. Donc, vous verrez qu'à un moment donné,
même si nous disposons une quantité de données énorme, voilà, si en termes de calcul, en fait, nous n'avons pas de puissance de calcul très élevée, on va rester juste stagné et se contenter d'utiliser des modèles classiques qui ont des limites. À un moment donné, peut plus, en fait, ces algorithmes classiques ne peuvent plus, en fait, s'améliorer. Et au fur et à mesure qu'on monte, en fait, pour prendre, en fait, de modèles à base de réseaux de neurones un peu plus larges, on va se retrouver maintenant à pouvoir extraire beaucoup plus de caractéristiques dans ces quantités de données-là et voilà, monter aussi en performance. Donc, ce qui veut dire qu'une étude qui est effectuée, par exemple, chez nous, la Citadelle, sur une quantité de données X, d'accord, avec les ressources en fait de calcul que nous avons. Ça veut dire qu'à un moment donné, soit on se limite au rouge, soit à la limite, on arrive à monter en fait au niveau du jaune. Mais tant qu'on n'a pas en fait les ressources nécessaires, voilà, on va se limiter à ce niveau et on va dire par exemple que sur cette tâche-là, nous avons pu atteindre peut-être 85% de, de taux de réussite. Et le même algo exécuté, par exemple, dans un bon data center ailleurs, qui peut monter avec des architectures de réseaux de neurones beaucoup plus larges. Et par exemple, ils vont peut-être dire qu'avec les mêmes algos, avec une quantité de données assez suffisante, voilà, ils arrivent à monter, par exemple, à 95. Donc, déjà, vous voyez un peu ce qui peut être déjà une limite pour nous qui faisons en fait la recherche en termes de performance si toutefois nous voulons nous comparer à ceux-là qui sont déjà voilà, en avant. Alors, donc là, je parle un peu de tout ce qui est adoption, stratégie d'adoption due par les gouvernants. Les gouvernements. Et ici, vous allez voir en fait que en bleu, ça veut dire que la stratégie est déjà adoptée. Et en peuple là, vous allez voir que la stratégie est en cours. Et bon, si c'est blanc, visiblement, vous voyez bien, hein, chez nous, c'est blanc. Ça veut dire que la stratégie n'est pas encore adoptée. Mais par contre, bon, ce sont des données à prendre avec des pincettes et Index même l'indique. Ils ont fait des efforts pour identifier un peu les stratégies qui sont en cours. Mais voilà, s'ils n'arrivent pas à trouver d'informations là-dessus, ils ne peuvent pas dire qu'ils ont trouvé. Voilà. Donc, là où c'est blanc, ça veut dire qu'ils n'ont pas trouvé d'informations. Pour vous donner une idée de comment ils font leurs recherches, ils vont venir, par exemple, sur le site du Parlement ou bien le site, en fait, du ministère. Et ils vont taper tout simplement le mot-clé intelligence artificielle et ils vont faire ressortir tous les textes qui, voilà, comportent ce mot-clé. Et à l'issue maintenant de cette première recherche, après, ils vont faire le tri pour voir est-ce qu'il y a des textes, en fait, qui parlent d'adoption de stratégie ou bien ils mentionnent tout simplement IA. Ça peut être un début de discussion. Vous dire, par exemple, le Parlement, voilà, le sujet du jour au Parlement aujourd'hui, c'était pour parler, par exemple, des stratégies qu'il faut mettre en place voilà, et pour faciliter l'adoption des IA. Donc, c'est ainsi qu'ils procèdent, en fait, pour collecter leurs données. Donc, ici, c'est le tableau. Et si on regarde les pays en Afrique, bon, juste à côté, on a le Sénégal qui est en cours. Ça veut dire que cette année, ils ont commencé à, à parler voilà, de cette stratégie-là, même si ils sont pas encore avancés ou bien, bon, je n'ai aucune idée. Au moins, ils ont commencé à parler de cette stratégie dans, peut-être au niveau du Parlement, au niveau voilà, du compte, en fait, de ceux qui prennent les décisions. Et d'un côté, de 2017 à 2023 aussi, on peut voir en fait les pays qui ont pu finaliser leur stratégie. Et récemment, on peut voir par exemple qu'il y a le Rwanda. Et si on regarde, l'Afrique du Sud est un peu loin. Euh, je pense que l'Afrique du Sud, c'était 2000. Bon, je ne le vois pas. South Africa, il y a l'Algérie.
Euh, bon, je ne le vois pas. Peut-être que je ne cherche pas bien. Mais au moins, l'Afrique du Sud fait partie des premiers, je pense, en fait, ici au niveau du continent africain, pour pouvoir l'adopter. Bon, ici, on voit qu'il y a l'Égypte. Voilà. Donc, ça nous donne en fait une idée des différents pays qui en fait, voilà, commencent en fait à parler de ces stratégies. Et voilà, en même temps, ça permet de voir c'est quoi la dynamique de l'adoption de ces stratégies et les différents jalons qui sont déjà mis en place pour faciliter son adoption. Maintenant, on va parler de, on va parler des initiatives, d'accord, de l'IA au Burkina. Bon, là, j'ai mis en fait les quatre sections. C'est pour dire que la contribution des uns et des autres, en fait, ça sera la bienvenue. Donc, d'abord, ce qu'on constate dans les grands pays, ou bien dans les différents pays qui sont un peu en avant, c'est que déjà, il y a un volet, en fait, gouvernemental. Et le gouvernement, en fait, à l'issue des stratégies d'adoption et autres, ils définissent des, des programmes d'accompagnement. Soit ce sont des programmes de formation, programmes d'accompagnement de start-up et ainsi de suite. Mais chez nous, bon, je n'ai pas pu avoir des informations là-dessus. Mais ce que je sais, c'est qu'au niveau du ministère actuellement, il y a déjà des discussions sur ces stratégies d'adoption allant du numérique, en fait, de façon plus large. Après, nous avons en fait les œuvres et les accélérateurs, à l'image, par exemple, de Incubio, pour ceux qui connaissent, au Burkina, ou bien je sais qu'il y a d'autres incubateurs, hein, d'accord? Donc, ce sont des incubateurs comme ça, par exemple, qui seront, par exemple, faits uniquement pour donner un coup de pouce à tous ces jeunes, par exemple, qui essaient en fait d'évoluer dans l'IA. Je pense que Madame Ouedraogo disait qu'elle a été lauréate du hackathon en 2023. Donc, idéalement, ce sont ces accélérateurs. Je ne sais pas si ODC le fait. Voilà, qui seront en fait en mesure d'accompagner les jeunes qui essaient voilà, d'innover et voilà, ils sont récompensés, ils sont accompagnés et avec un très bon suivi pour qu'ils puissent donner par exemple les meilleurs résultats demain. Après, il y a le secteur privé. Par exemple, chez nous, c'est vrai que ça va venir, mais pour le moment, quand on regarde ceux qui sont dans le secteur privé, je connais les quelques initiatives de start-up que je connais qui sont dans le secteur privé. Voilà, ils ont peut-être un peu ce mal-là même à convaincre voilà, leurs clients, ne serait-ce que pour accepter et tester les produits. Donc, ce qui veut dire qu'il y a toujours en fait cette réticence même au niveau de la compréhension de l'IA de façon générale et de ses avantages, ce que ça pourrait en fait voilà, nous apporter. Et dans ce secteur, je pense qu'il y a pas mal de choses encore à faire. Et même s'il y a certaines qui osent, voilà, qui commencent à utiliser voilà, certaines applications qui sont faites par certaines startups et ainsi de suite. Mais ce qui est peut-être un peu plus, ce qui est plus remarquable chez nous pour le moment, c'est beaucoup plus en fait sur l'éducation et le développement des talents. Donc, bon, vous comprenez ici, je pourrais faire le lien directement avec Citadel qui est vraiment focus là-dessus. Après, on a les universités qui commencent en fait à élaborer des programmes de formation focus IA. Euh, et même ça, c'est encore peu. On a des universités qui font peut-être des masters en informatique et à l'intérieur, ils glissent que c'est un cours, voilà, d'IA. Mais ça ne fait pas en fait de ces étudiants des incontournables de l'IA parce que, voilà, c'était pas vraiment la base. Et je sais qu'au niveau de l'université virtuelle, bon, quand on a commencé, je pense qu'on était le seul, si je ne me trompe pas. Mais actuellement, je connais il y a une des instituts privés qui a fait un travail quand même remarquable récemment
sur l'élaboration de curricula d'un programme voilà, de formation en IA qui va partir, par exemple, des classes prépa et aller sortir des ingénieurs avec des spécialisations bien précises. Et ça, par exemple, pour le moment, ça manque vraiment chez nous. Et je pense que ce sont ces genres de formation, de programmes de formation qu'il faut élaborer. Et d'un côté, on a aussi les programmes certifiants où on peut trouver certaines initiatives déjà au pays qui essaient de faire voilà, de leur mieux pour donner des programmes certifiants. Ils vont venir faire une formation d'une semaine, 2 semaines. Bon, malheureusement, ça ne fera pas d'eux des experts d'IA. Bon, experts, c'est trop dit, mais ça ne va pas faire d'eux des grands maîtriseurs d'IA, mais au moins, c'est déjà un bon début. Pour ceux qui sont curieux, ils vont aller pousser voilà, leurs limites, sauf que ça ne se fera pas aussi voilà, en 1 an, 2 ans, si toutefois voilà, le contexte n'est pas approprié. Après, l'idée de toutes ces formations, c'est que si on regarde les pays qui sont... vous prenez par exemple l'Inde actuellement, je pense que c'est le pays en fait qui euh, en termes de pénétration en fait de talent, c'est le pays l'Inde est carrément au top actuellement. Et bon, ça peut se justifier aussi par le nombre élevé de leur population, mais pas seulement parce que il y a aussi cette motivation et sûrement un accompagnement que je ne connais pas vraiment la forme sur ces différentes formations. Et quand vous partez, vous allez trouver pas mal en termes de cours sur l'IA, sur les programmes certifiants. Côté N, déjà, c'est déjà beaucoup. Donc, c'est ce que nous devons sûrement prôner chez nous. Et en plus des formations, voilà, des cours et autres, pouvoir, désolé, voilà, pouvoir faire sortir des talents qui sont à la fois conscients de cette question d'éthique, d'IA responsable. Donc, la formation, en fait, doit se tenir sur tous les niveaux. Ensuite, ce qu'il faut, en fait, comme prérequis ou exigence, d'accord, pour un écosystème d'IA qui puisse, voilà, s'envoler ou bien qui puisse être assez au complet. Bon, ce sont les infrastructures. On ne va pas se le cacher. Aujourd'hui, c'est vrai que bon, avec l'avènement du cloud, un peu là où tu es, tu peux accéder au cloud et puis travailler. Et mais derrière, il y a souvent des systèmes, je sais qu'il y a des pays où ils ont en fait ces systèmes voilà, d'accompagnement-là qui les permettent permettre, par exemple, aux différents étudiants d'accéder, par exemple, à des calculs, du cloud, des crédits cloud, voilà, pour faciliter leur apprentissage et autres. Mais chez nous, bon, déjà même, ils sont pas nombreux à l'utiliser, à part peut-être certains startups qui l'utilisent. Là, ce sont les étudiants qui sont vraiment à fond dans le cloud. Mais ça implique aussi des moyens, donc on ne peut pas l'ignorer. Et d'un côté, voilà, c'est la création de compétences, de talents, voilà, d'ingénieurs, de personnes, voilà, vraiment rodées, qui maîtrisent les concepts de base, les concepts fondamentaux en allant des spécificités et voilà, des bonnes pratiques, de tout ce qui est du pipeline, en fait, IA. Et troisièmement, on ne va pas oublier les politiques qui doivent être en quelque sorte, ça veut dire aujourd'hui à l'Assemblée, on devrait avoir en fait des défenseurs sur l'adoption, par exemple, de l'IA, des défenseurs, des députés qui vont voilà, nous défendre pour qu'on finance ou bien que ces éléments, les différents projets qui sont, par exemple, déjà mis en place et des accompagnements et aussi proposer en fait les textes qui vont avec. Récemment, j'étais au Nigeria et là-bas, par exemple, ils l'ont bien compris. Et au niveau, ils ont carrément des vrais défenseurs allant du numérique de façon générale à la spécificité, par exemple, de l'IA.
au niveau politique. Et ça, par exemple, ça permet aux décideurs voilà, de prendre rapidement des décisions et de savoir exactement où est-ce que se trouve l'urgence et par où il faut commencer. Donc, les vrais challenges que nous pouvons croiser, bien évidemment, ça sera la question de talent, d'accord? Après, on a la question des données, les problèmes d'infrastructure et voilà, les problèmes de régulation qui ne sont pas tout à fait clairs, voilà, au niveau de nos différents pays. Donc, après, on pourra revenir parler un peu. Maintenant, pour les différentes stratégies que nous pouvons mettre en place, bien évidemment, voilà, pour surpasser ces différents problèmes. Déjà, chez nous, je n'ai pas l'impression pour le moment qu'il y a vraiment cette question de partenariat. Bien que si je prends l'organisation de cet événement, peut-être Amon pourra donner un mot là-dessus. Quelles sont les structures vraiment qui ont donné leur OK voilà, pour accompagner en fait dans l'organisation de cette activité. Donc, il y a d'abord cette question de partenariat où on devrait avoir ce merging entre universités, voilà, industrie, par exemple les banques, les télécoms et ainsi de suite. Et d'un côté aussi, on pouvait avoir voilà, ces cas d'école qui seront pratiqués directement voilà, au niveau entreprise et les grands bénéficiaires, bien évidemment, ce sont ces entreprises-là qui vont faire tout simplement qu'injecter voilà, de l'argent voilà, dans ces différents programmes, que ce soit pour la collecte de données, que ce soit pour la mise en place de modèles, que ce soit pour la consommation de ces modèles. Voilà, il faut une bonne stratégie derrière, une collaboration étroite entre les différents éléments. Après, bon, c'est bien évidemment la création de talent. Et c'est ce qui commence à émerger déjà chez nous, c'est bien. C'est un très bon début et voilà, au fur et à mesure, je pense que les autres problèmes aussi pourront être attaqués. Et troisièmement, bien évidemment, il faut changer peut-être cette approche de voir comment financer les projets, soit venant du gouvernement, soit en allant décrocher de gros projets. Je prends l'exemple de Citadel, qui est par exemple un projet financé par le Canada. Et à l'origine, c'est deux labos qu'ils voulaient mettre en Afrique. En fait, un en Afrique francophone et l'autre, par exemple, en Afrique anglophone. Et voilà, ça a été compétitif et c'est, par exemple, le Burkina qui a pu remporter au niveau Afrique francophone avec tous les autres pays participants. Donc, derrière aussi, il faut qu'on ait cette curiosité et cette envie aussi d'aller décrocher de gros projets, par exemple, de ce type, pour pouvoir financer voilà, nos recherches et ainsi de suite. Après, il y a la question aussi d'infrastructure. Pour ce qui est des infrastructures, pour le moment, bon, quand on parle de cloud, on va commencer à parler aussi des questions de souveraineté des données. Est-ce qu'il faut voilà, y aller ou bien voilà, quels sont il faut bien comprendre ce que ça engendre et voilà, tout. Mais cela n'empêche que déjà, en fait, au niveau local, pas besoin il y a certaines activités déjà qui ne nécessitent pas forcément d'aller sur le cloud, mais avec des initiatives. Je pense qu'actuellement, il y a ce projet de data center quand même chez nous. Et si ça arrivait à bien prendre forme, ça serait déjà bien et on serait bien déjà cadré dans notre question de souveraineté. Donc là, ce sont les quatre points majeurs pour peut-être voir comment on arrive en fait à résoudre ce problème. Et maintenant, le côté support en fait du gouvernement, déjà, c'est qu'actuellement, il y a des entités qui financent des projets, mais ça serait bien d'ouvrir carrément une brèche projet AI. Et ces projets devraient voilà, se focaliser sur des sujets de recherche, par exemple sur les ressources en fait locales, que ce soit la langue, les langues,
que ce soit au niveau de l'agriculture, que ce soit euh, voilà, au niveau de la santé, voilà, et ainsi de suite. Après, il y a le développement des talents et aujourd'hui, par exemple, des initiatives comme CINA, comme Citadel et plein d'autres. Ce sont des initiatives, par exemple, que le gouvernement peut profiter. Ce sont les canaux qui peuvent servir en fait comme des canaux, par exemple, pour booster, pour donner des formations, pour voilà, donner un coup de pouce à ces structures-là pour voilà, qu'elles avancent sereinement. Et bien évidemment, la question de régulation, même si c'est pas le plus urgent, mais à un moment donné, voilà, bon, il faudrait peut-être pas attendre que le problème arrive avant de commencer à réguler. Mais pour le moment, ce qu'on doit forcément se focaliser sur cette question même de sensibilisation, qui n'est pas seulement sujet de nos pays, c'est que le même rapport de AI Index, en fait, en 2023, disait par exemple qu'il y a eu un sondage aux États-Unis et puis en Chine. C'est rien que sur est-ce que ils sont favorables, par exemple, pour utiliser des produits AI. Aux États-Unis, je pense il y avait autour de 30-40% qui étaient d'accord, contrairement en Chine où ils étaient à plus de, voilà, environ 80%. Donc, ça montre en fait déjà, c'est pas forcément la question du fait qu'ici nous ne sommes pas très avancés au niveau budget ou quoi que ce soit. Donc, la réticence, c'est partout. Et au niveau de régulation aussi, il faudrait qu'on arrive à instaurer un peu cette défenseur du numérique, voilà, au niveau des parlements, au niveau des décideurs politiques, pour voilà, nous amener à mener les initiatives, prendre en fait des mesures d'accompagnement pour ces initiatives et mettre en fait d'autres initiatives en place qui vont faciliter l'émergence de ce domaine-là. Après, je parlais des secteurs privés. Il faut que le secteur privé s'investisse. Voilà, qui commence déjà à prendre, à exploiter, voilà, le potentiel qu'ils ont et voilà, au fur et à mesure. C'est sûr que dans les années à venir, on aura déjà, peut-être qu'on apparaîtra un petit point bleu dans la carte. Donc, actuellement, où est-ce qu'il faut investir? Donc, ça pourrait être bien évidemment euh, des sujets de discussion. Déjà, c'est dans la création de talents parce que on n'a pas forcément besoin d'un milliard de financement pour, voilà, pour se former individuellement ou de façon de sous-groupe. Déjà, ce sont les moyens que nous pouvons le faire parce qu'on a les ressources en accès libre sur Internet, voilà, il y a un peu partout. Après, c'est la question des données où clairement la personne qui arrive à bien s'investir dans les données aujourd'hui, c'est pas seulement notre pays, c'est la sous-région de façon générale. Bon, c'est évident que, il sera le chouchou de tous ceux qui font l'IA demain. Et au niveau infrastructure et des startups, voilà, qui commencent à émerger. Et voilà, il y a un travail derrière. Il suffit pas d'avoir le produit, mais il faut savoir aller convaincre la personne qui doit consommer ce produit et voilà, voir en fait comment faire pousser et faire adopter ce produit-là. Bon, donc, vu qu'on parle de recherche, je ne peux pas parler de recherche sans parler de publication scientifique. Au niveau des citadelles, on a quand même pas mal de papiers scientifiques qui sont comme compétitifs au niveau international ou au niveau mondial. Donc, les travaux de certains étudiants qui ont pu être publiés. Et actuellement, on a aussi pas mal d'articles qui sont en cours voilà, de publication. Donc après, vous pouvez accéder à ces informations-là pour lire tranquillement. Voilà. Donc, en conclusion, ce que je pourrais dire, j'espère que je suis dans le temps, ce que je pourrais dire, c'est que il y a déjà pas mal d'initiatives qui sont en fait entreprises au niveau du Burkina.
et que ce soit au niveau des stratégies d'adoption ou bien au niveau des formations et ainsi de suite. Mais voilà, il reste du truc de boulot à faire. Et ce qui manque aussi peut-être souvent, c'est que chez nous, les gens sortent rarement. Et par exemple, il y a Indaba qui vient au Sénégal. Vous devez être, par exemple, les étudiants devraient postuler voilà, massivement. Ce sont des occasions qui peuvent leur permettre de sortir, voir ce qui est fait ailleurs, voilà, et tisser des réseaux pour comprendre c'est quoi la magie que les autres utilisent voilà, pour avancer. Contrairement voilà, à ceux qui, si on reste figé dans notre petite boîte, bon, c'est difficile, c'est évident que on ne verra pas la nécessité même peut-être d'avancer ou on aura un manque d'idées, voilà, et ainsi de suite. Donc, je vais m'arrêter là, vu qu'il y aura la phase de questions-réponses et de contributions. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc, merci, Madame Ouedraogo, et merci à tous. D'accord. Merci à vous, docteur Kafando, pour cette brillante présentation. Nous allons passer à la phase des questions. Les participants, vous avez la parole. Les questions. Bon, on va voir dans le chat. Il y a Voilà. Monsieur Lionel qui a posé une question. OK, un instant. Bonjour à tous. J'ai une question par rapport au deep learning. Le deep learning se base sur des réseaux de neurones. J'ai pour l'habitude de comparer les modèles issus du deep learning avec un nouveau-né, car tous deux sont en train d'apprendre. Le nouveau-né, lorsqu'il rentre en contact avec le feu, n'a pas besoin de le toucher plusieurs fois avant de savoir que le feu fait mal. Donc, aussitôt il touche, aussitôt il apprend. À l'instar du nouveau-né, je me demande est-ce que c'est possible de réduire le nombre d'entrées input des différents modèles issus du deep learning et d'augmenter le nombre de couches dans le but d'obtenir plus de précision? Si oui, est-ce qu'il existe des recherches dans ce sens? Docteur Kafando, j'espère que... Alors, je reviens, de nouveau-né, Donc, aussitôt il touche, aussitôt il apprend. Pas besoin de beaucoup d'exemples. Pour savoir ce qui est chaud, d'accord, à l'instar, je suis d'entrée, je me demande est-ce que c'est réel. Ok, donc, merci, Monsieur Lionel Manly, pour la question. Euh, alors, ici, je pense que votre question sera liée, en fait, se rapproche beaucoup, par exemple, plus de ce qu'on appelle le reinforcement learning, où le système, en fait, apprend à partir d'exemples. Et chaque exemple, par exemple, appris, bien appris, c'est comme un bonus. Et un exemple mal appris, c'est par exemple une punition. Donc, c'est exactement le principe, par exemple, du système de renforcement. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense que vous pouvez, les participants, je pense que vous pouvez réagir au niveau des réactions, hein, Voilà, au cas où ou ils ont bien répondu à la activer question. carrément leur micro pour parler. Oui, c'est possible. Voilà. Ok, on passe à la... Ceux qui ont des questions, ils peuvent lever la main. Et puis, voilà. Là, ça, c'est plus interactif. Voilà, Voilà. Monsieur Lionel, allez-y. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci, docteur, pour votre présentation. En fait, ma question était liée au problème présent que nous avons, qui est l'accessibilité aux données. Mhm, Maintenant, bon, je suis passionné de l'IA, donc mhm. j'essaie quand même de m'initier dans le domaine. D'accord. Maintenant, je remarque que pour entraîner des modèles, on a besoin quand même d'un grand nombre conséquent de données Ouais. pour avoir
une très grande précision. Si l'on veut partir sur des modèles customisés. Mhm. Maintenant, OK. ma question, comme je l'ai bien dit ici, c'est de savoir est-ce que il existe des moyens qui vont permettre de réduire le nombre de données tout en augmentant les différentes couches du modèle pour avoir plus de précision. Alors, OK. Si j'ai bien compris, c'est comment avoir de très bonnes performances en utilisant le peu de données. Peut-être que j'avais compris la question autrement. Alors ici, il y a d'autres, il y a des algorithmes ou des stratégies déjà. Par exemple, si je prends le cas des langues chez nous où on est vraiment en manque de données, la stratégie la plus simple serait par exemple d'utiliser des autres modèles qui existent déjà et fine-tuner ces modèles-là avec le peu de données que nous avons. Donc, par exemple, un modèle qui existe sur le Bambara, on peut se plonger sur ce modèle et voilà, et essayer d'enrichir ce que nous avons. Autrement, côté algorithmique, il y a ce qu'on appelle en fait le few short learning, ou bien encore l'apprentissage par transfert, qui sont des techniques qui peuvent être utilisées, par exemple, lorsque vous avez peu de données et pour avoir un peu un peu plus de précision. Après, si je sais pas si je réponds clairement à la question. Oui, vous répondez à ma question. Merci D'accord. beaucoup. OK. Parfait. Youssouf Ouattara? Ok, merci docteur pour cette belle présentation. J'ai pris votre présentation un peu en retard. Peut-être que D'accord. vous avez déjà adressé la question, mais ma question se porte sur quel est l'état de collaboration du Citadel avec les entreprises privées? OK, très bien. On l'a peut-être abordé implicitement. Alors actuellement, avec les entreprises privées, la collaboration s'arrête. Alors je dirais pas s'arrête, mais pour le moment, il n'y a pas je pense qu'à ma connaissance, il n'y a pas de collaboration directe, d'accord, sous forme de contrat avec des entreprises privées. Mais par contre, les différents secteurs, si vous prenez par exemple la Sonabel, les centres de santé, où on a en fait les étudiants qui travaillent en fait dans ces structures-là, où ils viennent carrément nous proposer des thèmes. Vous prenez encore la sécurité comme la BICLCC. Voilà, on travaille déjà sur des thématiques ensemble. Donc, la collaboration pour le moment, c'est vraiment purement recherche, si je peux le dire. Ok, merci. Ouais, allez-y, consensus. Ok, merci encore pour cette présentation. J'ai pu voir que côté significant papers, l'Afrique est totalement voilà, absente. Et Mhm, aussi, pour les recherches que Citadel fait, c'est essentiellement la recherche appliquée, si je comprends bien. mhm, mhm. Et alors que j'ai bien l'impression que significant papers, c'est comme c'est des recherches fondamentales. Euh, Exactement. et Tu alors, n'as pas tort. Ouais. Oui, voilà, vas-y, désolé. Mhm. voilà. Est-ce que c'est bon, qu'est-ce qui est fait au niveau de la recherche fondamentale au Burkina ou en Afrique où c'est pas voilà, c'est pas le sujet qui intéresse les gens? Peut-être un petit commentaire sur cet aspect-là. D'accord. Euh, alors, déjà, c'est vrai, ce que nous faisons, c'est pas seulement la recherche appliquée chez nous, mais je pense qu'on essaie d'évoluer en fait graduellement. Et pour le moment, lorsqu'on prend les recherches, par exemple, qui visent à améliorer carrément prenez un réseau de neurones simple, ou bien un algorithme qui existe déjà, et l'objectif, par exemple, c'est d'améliorer cet algo, et ainsi de suite. Ce sont des points, des sujets, par exemple, que nous tentons euh, jusque-là, de reprendre ou bien de résoudre, mais on n'a pas vraiment de papier
précise là-dessus. Mais quand on prend la recherche fondamentale de façon générale, je pense que euh, ça, ça, ça ne se voit pas en fait au niveau du Burkina. Je dirais que c'est peut-être lié aux différentes difficultés que j'ai évoquées. D'abord, le premier point qui pourrait justifier cela, c'est euh, cette motivation, peut-être même des chercheurs d'abord, à, à s'y prêter sur les fondements des grands modèles et autres. Après, peut-être ça peut être aussi des contraintes en fait de financement parce que ça demande beaucoup plus de budget que la recherche en fait appliquée. Donc, et d'un côté, peut-être que euh, alors, le dernier point que je voulais dire, c'est, bon, j'ai perdu mon fil. Voilà, mais de toute façon, en gros, c'est pour dire que, pas que, on ne tente pas, mais je pense que ça va venir avec le temps. Et là, au moins, je suis plus ou moins rassuré. Ça va venir avec le temps. Et les gens vont commencer à aborder, voilà, des problèmes sérieux, comme on le fait déjà, de toute façon. Oui, allez-y. Oui, juste pour rebondir, hein, et ça me fait en Mhm. fait la question du monsieur, de Lionel, qui, Ouais, en fait, ça sent un peu de, voilà, pourquoi ça, est-ce qu'on peut faire ça avec moins de données, des trucs comme ça. ouais, Ça, c'est un peu fondamental. Et aussi, ça me fait aussi penser à récemment, je pense que vous avez abordé ça, l'AMA 3 qui est sorti avec les gars les Yann Lequin. ouais, Yann Lequin, actuellement, qui fait la promotion de ce qu'on appelle quoi, Objective Driven AI, un truc qui est différent de Generative AI, c'est ça. euh, que, euh, on ne peut pas penser à un truc stratégique du genre, laissons les LLM, allons-y directement vers ce qui va suivre et se mettre dans la recherche fondamentale, de telle sorte que dans les 10 ans à venir, voilà, on soit quand même à un certain niveau. Non, je pense que l'appel euh, bien intitulé. Et il faudrait effectivement voilà, qu'on rentre dans la danse et voilà, on arrête de tourner peut-être, voilà. Et surtout chez nous, comme Lionel en fait l'a bien précisé, Monsieur Lionel, sur les difficultés par exemple des données. Ce sont des opportunités par exemple pour faire ressortir de très bonnes stratégies de recherche fondamentale. Voilà. Donc, ça peut être vu comme des difficultés, mais d'un côté, avoir des algorithmes qui arrivent à performer sur le peu de données qu'on a. Voilà, on arrive à se positionner au même niveau que ceux-là qui ont des grosses quantités de données et les gros calculs, des grosses machines en fait pour faire les calculs. Si on arrive à se positionner avec ce peu de données qu'on a, voilà, c'est sûr qu'on apparaîtra sur la carte un de ces jours. Oui, il y a Issouf, vas-y. Je sais pas si Désolé, je pose beaucoup de Amon questions. avait fini. Non, c'est bon. Merci. Mhm. D'accord. Ok. Je voulais rebondir un peu par rapport à la dernière question de Amos, c'est-à-dire Mhm. Oui. sur la recherche fondamentale. Mhm. Euh, c'est un commentaire en même temps, Oui. une question. C'est que si vous prenez par exemple des pays comme la Finlande, bon, beaucoup de pays où la recherche fondamentale est, où dans le map que vous avez présenté, les pays où nous voyons que la recherche fondamentale est avancée, c'est que ces pays investissent directement dans la recherche fondamentale. Donc, généralement, il y a même des investissements qui sont, ou des financements
qui sont carrément dédiés à la recherche Dédié. fondamentale et d'autres financements aux recherches appliquées. Mm. Si vous prenez le cas de Finlande, que je connais mieux, vous avez ce qu'on appelle euh, Academy of Finland, qui est une institution de l'État, n'est-ce pas, qui lance des appels chaque année pour euh, financer des recherches fondamentales. Donc, ça veut dire si vous venez avec une proposition de recherche qui n'est pas de choses fondamentales, ils ne vont pas financer, n'est-ce pas? Donc, ça c'est la première remarque. Donc, euh, le financement même pour les recherches fondamentales. La deuxième remarque aussi, peut-être que c'est un peu lié à la stratégie, n'est-ce pas, de l'institution de recherche ou même chose du pays. Si dans le pays, on n'a pas une stratégie de développement ou bien chose, en tout cas dans ce sens-là, euh, rarement les gens vont s'y intéresser. Et je pense que vous avez l'habitude de voir quand on pose ou bien quand les gens posent, on a l'habitude de dire nos chercheurs cherchent et ne trouvent pas. Mm. D'abord, c'est faux parce que nos chercheurs, ils publient beaucoup de choses, beaucoup d'articles de recherche. Malheureusement, c'est dans les conférences internationales, pas chez nous. Et, et également, un chercheur aussi chez nous qui s'intéresse à la recherche fondamentale, l'applicabilité n'est pas vue immédiatement. Donc, c'est comme s'il renforçait Ouais, cette idée que les chercheurs cherchent et ne trouvent mais pas. ne Pourquoi trouve ils pas. trouvent, mais l'applicabilité n'est pas forcément chose. euh, on- Peut-être que la méthode ne peut pas être appliquée directement aujourd'hui à l'échelle industrielle ou à l'échelle du commerce, n'est-ce pas? Donc ça, c'est chose. La deuxième euh, remarque, euh, j'avais une troisième remarque, mais j'ai... c'est chose. Là, c'était le commentaire, je pense que c'est la question qui manquait. Oui. Je pense que je vais m'arrêter là. J'ai D'accord. perdu le fil de mes... D'accord. Parfait. Donc, merci bien pour cette contribution et je pense que ça explicite bien l'idée générale. OK. D'autres questions? Alors, je viens dans le chat d'abord. Pardon. Oui, je ne sais pas si je peux parler. Bonjour. Oui, bonjour. Allez-y. Ah, ok, super. J'avais posé une question. Je m'appelle d'abord Onadia Augustin. Et tout ce qui D'accord. est lié à l'intelligence artificielle me passionne beaucoup et je fais tout, en tout cas pour pouvoir avoir des compétences dans ce sens. Voilà. Bien. Donc, euh, je suis à la tête d'une entreprise informatique. Et l'année passée, nous faisons des études un peu, j'explique un peu, j'ai un cas concret que j'aimerais vous exposer. Voilà. Nous, on fait des études techniques pour les architectes. Voilà, des études techniques, informatiques, électricité. Généralement, on parle de courant faible, courant fort. Voilà. Donc, les architectes nous envoient leur plan et nous, maintenant, avec nos compétences, notre expérience, nous essayons maintenant de proposer voilà, euh, des études techniques. Et maintenant, on s'est posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Souvent, on est débordé. Comment est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser l'intelligence artificielle pour nous permettre de pouvoir faire ces études techniques-là? Et effectivement, l'année passée, on a décidé de dire, bon, en 2024, nous allons créer une IA, voilà, qui va nous permettre de faire ces études techniques-là comme si c'était une humain vraiment qui avait fait l'étude. Allô, vous m'entendez? Oui, très bien. Voilà, voilà ma question ici. C'est un cas concret et nous avons décidé de vraiment concrétiser ça cette année. Voilà, maintenant, comment cela peut être fait? Qui peut nous aider dans ce sens? Et est-ce que c'est possible déjà? Bon, il y a plein de questions dans ce sens-là. Voilà. Ce qui est sûr, nous, on veut que cela se matérialise, ça se réalise. Qu'on ait une IA qui nous permet de pouvoir récupérer
énormément d'études architecturales et permettre à l'IA de nous traiter ça. Voilà. Et pourquoi pas permettre aux gens aussi à partir d'un abonnement, voilà, de mettre les informations qu'on a besoin et maintenant l'IA va générer le reste, quoi. Donc, c'était un peu ma première préoccupation. Voilà. Et bon, ma deuxième préoccupation, c'était, bon, j'avais posé la question, qu'est-ce que veut dire l'analyse fondamentale? Voilà. Bon, vous avez beaucoup parlé de ça. Moi, je suis tout simplement quelqu'un aussi qui essaie de comprendre un peu ce qu'il y a. Je ne suis pas un professionnel du domaine. Allô? Vous m'entendez? Ok, très bien. Oui, je suis là. Désolé. Ok. Euh, Brain Machine Consensus, tu veux intervenir? Non, peut-être je laisse répondre d'abord et puis Ok. Mais tu peux aller, hein. alors non, c'est parce que j'allais dire que c'est une demande de consulting live. C'est ça. Donc maintenant je sais pas si Citadel si vous faites cela également. Mais en tout cas au besoin il y a quelques agences d'IA au Burkina. En tout cas, je suis dans une agence. Donc, au besoin, on peut parler plus sur cela. Donc, Citadel, maintenant, voilà, je vous laisse répondre. Et puis, s'il y a aussi... La question aussi de la recherche fondamentale, c'est quoi? Peut-être pour l'éclairer un peu. Voilà, merci. Ok, d'accord. Bon, comme tu dis, la question du consulting, bon, nous sommes vraiment focus sur la recherche et puis la création de talents. Mais consulting, bon, ça devient des trucs individuels. Mais l'idée ici, je pense, la question, c'était de savoir déjà si c'était possible ou pas. Donc, la réponse est oui. C'est possible, en fait, que vous puissiez générer déjà cette étude technique-là à partir d'IA de façon, voilà, de façon générale, bien de façon automatique. Et après, ce qu'il vous faut déjà, si de par le passé, c'est évident que même si on fouille déjà bien, on va trouver qu'il y a des solutions qui réussissent déjà. Et à partir des différentes études que vous avez déjà eu à faire, des exemples de cas d'études que vous pouvez peut-être retrouver sur Internet, ce sont des données que vous pouvez utiliser pour nourrir en fait votre solution afin qu'elle soit beaucoup plus performante. Et ici, on va parler par exemple de l'IA générative. Et voilà. Puis aujourd'hui, on a pas mal de prouesses et de domaines d'application qui ont connu du succès avec ça. Maintenant, je pense que la deuxième question, c'était quoi la recherche? Non, l'analyse fondamentale. Oui, c'est ça. OK. Je pense peut-être plus que là, on va parler de recherche fondamentale que d'analyse fondamentale. Oui, oui, la recherche Oui. fondamentale. OK. Donc ici, quand on parle de recherche fondamentale ici, il faut comprendre du fait qu'on part en fait du cœur du système et on essaie je prends un exemple. Je prends par exemple un exemple sur la traduction de la langue locale. Donc aujourd'hui, on a en fait déjà des modèles qui existent, qui a, qui existent avec des architectures. Puisque vous êtes architecte, vous allez mieux comprendre. Architecte, vous allez mieux comprendre. On a Mhm. déjà des architectures qui existent déjà et qui permettent par exemple de faire la traduction des langues, euh, que ce soit, voilà, qui sont utilisées dans d'autres pays. Maintenant, l'idée ici, quand on parle de recherche fondamentale, c'est que nous allons prendre peut-être cette architecture qui existe déjà et voir en fait comment est-ce que nous pouvons en fait soit créer notre propre architecture, soit à partir de cette architecture-là, modifier des couches pour l'appliquer en fait à notre cas concret. Donc, ça, par exemple, ça peut être qu'un exemple de recherche fondamentale. Contrairement, par exemple, à la recherche en fait appliquée, qui n'exclut pas le fait, par exemple, qu'on modifie, par exemple, des couches, mais qui est beaucoup plus axé sur, voilà, on va prendre en fait une architecture qui existe déjà
et on va aller poser. Et maintenant, c'est la personne qui va venir construire. Il va venir construire. Peut-être juste après, il va changer la façon de décorer et changer certains angles. Mais il ne rentre pas forcément dans la squelette, en fait, dans le squelette du système. Donc, peut-être une définition assez terre à terre, si je peux le dire. Mais après, je sais que Youssouf est là et vous pouvez contribuer. Mhm. Donc, Est-ce que Je quelqu'un veut pense que contribuer? vous avez bien, déjà bien répondu à la question. La recherche fondamentale touche tout ce qui est science fondamentale. Si vous prenez par exemple les mathématiques, on parle de mathématiques euh, appliquées et puis Exactement. voilà, les mathématiques fondamentales ou la recherche dans les mathématiques fondamentales, la recherche ne se porte pas sur l'applicabilité de la chose, mais la recherche porte même sur les objets mathématiques, n'est-ce pas? On cherche à manipuler les objets mathématiques, n'est-ce pas, sans forcément se soucier de son applicabilité. Et l'IA aussi, si vous prenez, euh, si vous prenez le cas, par exemple, euh, si vous prenez le cas des réseaux de neurones profonds ou bien de l'apprentissage par renforcement, chose au départ, il y avait les théories qui étaient développées sans forcément qu'on ait même la capacité Ok. de les appliquer. Vous avez les réseaux de neurones. Au départ, la théorie était là, hein. Les théories des réseaux de neurones c'est depuis les années, peut-être avant les années 50, mais on n'avait pas nécessairement euh, les moyens euh, de calcul pour les utiliser. Aujourd'hui, vous avez des gens qui vont développer des architectures à partir, bon, je ne vais pas dire à partir de zéro parce qu'ils se basent sur les travaux des autres, mais leur objectif n'est pas nécessairement, je vais appliquer, euh, je vais appliquer ça à ça ou ça. Si vous prenez l'exemple des transformers, par exemple, c'est tout un autre concept, n'est-ce pas? Ceux qui ont développé ça, ils n'ont pas dit, OK, je vais appliquer ça à la détection, à l'analyse des images ou à l'analyse des textes ou ainsi de suite, n'est-ce pas? Ce qui les intéressait, c'était plutôt l'essence même du transformer, OK? Et ce que ça pouvait faire. Maintenant, après la publication de ce que c'est que les transformers en 2017, n'est-ce pas? Aujourd'hui, beaucoup d'architectures utilisent ces transformers-là dans l'analyse des images, Ouais. tout ce qui est aujourd'hui, les chatbots là utilisent beaucoup Le chat les notions de GPT. transformer, voilà, ChatGPT et autres, utilisent les notions de transformer. Bon, si vous prenez la notion de transformer en lui-même, c'était un travail, on va dire, c'était une recherche fondamentale, n'est-ce pas? Ça apporte quelque chose dans la théorie euh, des choses, si vous voulez, n'est-ce pas? Et cette nouvelle chose, bien sûr, on peut l'utiliser euh, de gauche à droite dans des applications, dans différentes applications. Voilà. Euh, ok. j'ai- voilà. Hmm. Après cette remarque, le commentaire que je voulais faire, et puis j'avais Oui. perdu le fil de mes questions, c'était que au niveau du Burkina ou bien dans nos pays, les Mhm. chercheurs sont récompensés généralement sur le nombre d'étudiants que vous avez encadrés ou le nombre de publications que vous avez faites. Voilà. Mhm. Et c'est un problème parce que pour ceux qui font la recherche fondamentale, ça prend du temps. Ils peuvent pas, effectivement. Tu peux prendre Voilà. 10 ans Et tu peux sans prendre pouvoir 10 faire ans. sortir de résultats. Et si c'est sur Exact. cette base qu'on va te faire graduer, il y a un Exactement. problème. Donc, il y a un problème. Donc, ça veut dire que tu prends des risques, n'est-ce pas, pour, bosser sur un sujet où tu ne sais pas si tu vas trouver nécessairement une solution. Donc, du coup, si tu prends plusieurs années pour publier, alors que des gens font de la recherche appliquée, ils peuvent publier 10 papiers par an, pendant que toi, tu es à moins d'un papier par an. Donc,
ces personnes-là avancent plus vite. Donc, Ouais. ça n'encourage pas les gens effectivement à se donner à la recherche fondamentale. Donc, peut-être qu'il faut revoir la façon dont on récompense les chercheurs Exactement. voilà, dans le milieu de recherche. Merci. Peut-être ce qu'il faut, bon, c'est dit implicitement, hein, c'est que ça demande beaucoup d'argent aussi. Donc, Oui. la recherche appliquée, les gens attendent au moins des MVP à la fin, euh, qu'ils peuvent déjà se projeter sur comment ils peuvent l'utiliser, contrairement en fait à la recherche fondamentale, où il peut passer en fait les 10 ans sans pouvoir résoudre son problème. Et derrière, quand on voit le coût, et en fonction des priorités, bon, généralement, le choix est vite fait. Donc, ça demande bien évidemment une autre façon, une bonne vision sur, sur cette question-là. Merci, merci. Donc, Euh, alors, est-ce que ça répond à ton commentaire? C'est le commentaire? Ok, c'est bon. C'est ce que tu... ouais, ouais, ça répond. Mais bon, sur ma première question, Vous restez euh, dans votre fin. ouais, ouais. Bon, je pense qu'après, déjà, comme j'ai dit, c'est possible hein, de le faire, surtout Mhm. avec les tas d'études que vous avez déjà eu à réaliser. Ce sont des Ok, exemples, en fait, qui vont servir pour nourrir votre système. c'est Maintenant, ça. pour des cas de mise en œuvre et ainsi de suite, bon, Amon de Brain a déjà parlé des cas de start-up qui peuvent vous aider à le faire, ou bien Mhm. individuellement, après, vous pouvez rentrer en contact, voilà, pour bien évidemment vous aider à avoir la faisabilité concrète de votre travail. Ah, ok, Ouais. ça marche, y a pas de souci. Alors, une question en tant que passionné, comment faire de vraies compétences, de la vraie compétence? Alors, bonne question. Comment faire de la vraie compétence? Qu'est-ce que vous appelez vraie compétence d'abord? Rapide comme ça. Monsieur Tondé, qu'est-ce que vous appelez vraie compétence? La question ici, c'est peut-être comment accéder à de bonnes ressources. Oui, parce que quand vous dites vraie compétence, ici, je pense que peut-être moi, je déclinerais peut-être en deux points. Déjà, il faut se former. Peut-être la question ici, c'est comment, où se former. Et aujourd'hui, si vous avez en fait les bases mathématiques et autres, vous pouvez prendre des formations en ligne, ou si vous n'avez pas la possibilité de le faire sur place. Et deuxièmement, c'est d'appliquer tout ce que vous aurez appris à des cas concrets. Et je pense que la compétence va venir avec tous ces cas d'apprentissage et ces cas d'application. Si je ne réponds pas à votre question, vous pouvez peut-être l'orienter autrement pour que je puisse comprendre. Alors, dans le chat, je pense que dans le chat, je n'ai plus de questions. On va prendre Monsieur Koulibaly. Alors, bonjour, vous me recevez? Très bien. Ok, merci docteur pour la présentation. J'ai raté une petite partie juste pour des contraintes professionnelles. Alors, je voulais poser une question en lien avec surtout l'application des résultats des recherches. Comme c'est de la recherche appliquée, les résultats peuvent être concrets. Ça rejoint en même temps la préoccupation de quelqu'un par rapport aux approches avec les entreprises. Est-ce qu'en amont ou en aval, vous êtes touché, je ne sais pas, les orientations de Citadel aussi la stratégie nationale en matière de recherche concernant l'IA. Pour voir si, par exemple, pour des besoins, comme quelqu'un venait de poser sa préoccupation, c'est-à-dire pour un besoin spécifique, qu'une entreprise vous approche et on oriente les étudiants dans le sujet, les résultats qu'on va appliquer en amont ou en aval,
Et naturellement, c'est souvent aussi ça qui alimente la recherche, quoi, parce que j'ai vu des exemples au Sénégal où les entreprises donc, touchent les centres de recherche pour donc, poser des problématiques. Et à l'issue, donc, ils en ont besoin des recherches, des résultats pour pouvoir appliquer dans un domaine comme le précédent a posé sa préoccupation. Quel est l'état des lieux à votre niveau actuellement? D'accord, très bien. Je pense que j'ai peut-être mentionné ça dès le début. En fait, quand on prend tous les stagiaires en fait qui sont à Citadel, euh, les sujets en fait de recherche viennent du monde en fait, ou bien je dirais comment on les appelle en fait les acteurs. Ça veut dire en fait les sujets sont co-construits avec les acteurs en fait des différents ministères du secteur privé et ainsi de suite. Donc, ce ne sont pas des sujets, par exemple, on a forcément voilà, imaginé, bon, ou bien parce qu'on a vu que c'était un cas d'étude qui valait le coup en fait d'être exploré. Mais quand on prend la plupart des sujets de Citadel, ça a été en fait, ce sont des sujets qui sont co-construits. Donc, j'avais pris l'exemple, par exemple, au niveau de la santé, où on travaille, par exemple, avec le centre de Nanoro, je prends, ou bien avec l'hôpital, certains hôpitaux. Après, si je prends côté sécurité, j'avais mentionné le cas, par exemple, de LCC. Et ce sont des sujets qui sont, ou bien au niveau de la Sonabel, voilà, ce sont des exemples de sujets qui sont vraiment co-construits. Maintenant, quand on parle du cas en fait d'appliquer, comment est-ce que ces résultats sont appliqués dans ces structures-là, c'est en fait à un autre niveau. Donc, si vous prenez un stagiaire, ça fait 6 mois. Et au bout de 6 mois, il vous montre en fait si votre préoccupation en fait peut être faite ou pas. Maintenant, c'est à la structure concernée, peut-être voilà, de mettre les moyens après et pour la mise en place de sa solution et voir en fait comment exploiter les recherches en fait qui sont déjà faites. Sinon, par exemple, la préoccupation du monsieur de Innova, c'est, si c'était par exemple en début de cohorte, ça pouvait par exemple, on peut formuler ça en fait un sujet de recherche. Et un stagiaire va travailler là-dessus. Au bout de 6 mois, et il verra ensemble comment est-ce qu'il doit réorienter peut-être ces questions. Est-ce que ça vaut le coup en fait de l'explorer de cette façon et ainsi de suite. Parfait. D'accord. Donc, on va prendre Idrissa. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Ok, le nom c'est Idrissa. Je suis également quelqu'un qui vraiment qui est passionné des outils IA et je suis ravi de participer à cette formation. Depuis avant-hier que je participe en ligne. Aujourd'hui, quand même, j'ai dit, je vais dire un mot. Alors, premièrement, j'allais poser une question d'abord, après donner une petite suggestion à quelqu'un qui avait posé une question sur la création d'une IA pour son activité. Ma question est de savoir, est-ce qu'au Burkina, nous avons genre un expert qui peut certifier un produit relevant de l'intelligence artificielle, par exemple un chatbot ou quelque chose comme ça, qui, par exemple, moi, j'ai conçu un chatbot, je vais proposer à une entreprise, mais nous savons en Afrique ici, les gens, d'abord, c'est la méfiance avant tout. L'entreprise peut penser que non, c'est une manière de voler leurs données ou quelque chose comme ça. Est-ce que nous avons un expert qui peut certifier un produit venant de IA? Alors, ça, c'est ma question. Je vais donner la suggestion avant que vous pouvez avant de me dire quelque chose. Ce que je voulais dire à celui qui voulait une IA par rapport à son activité, analyse des données en architecture, je dirais d'abord, la personne peut chercher, il existe des IA qui sont dans le domaine et bien performants.
est bien performant, développé par des grandes entreprises, mais peut-être on va les demander de payer. Donc, je dirais d'abord, c'est d'essayer avec ces IA et voir s'il n'est pas satisfait maintenant, il peut envisager créer lui son propre IA. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci. D'accord, très bien. Pour la question de certification ou bien d'attestation de confiance ou de test de produit au Burkina, voilà, franchement, je n'ai aucune idée. Yeah, Peut-être que ça existe, very peut-être que ça fine. n'existe pas, mais pour le moment, vraiment, je n'ai aucune idée. Et c'est une très belle question d'ailleurs parce que ça touche la question de l'adoption de l'IA même par les différentes structures qui se posent la question sur la confiance et autres. Et voilà, c'est assez pertinent. Peut-être si dans... Ok, il y a Consensus qui veut parler. Je trouve que c'est des services qui peuvent être proposés, des services tiers de confiance, je dirais ça ainsi. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas au Burkina, bon, je n'en connais pas beaucoup. On a l'habitude simplement de faire confiance, même dans le monde, hein. C'est-à-dire, aujourd'hui, si Google dit qu'ils ont une solution d'IA, personne ne va douter. Mais si une entreprise de nulle part sort dit qu'elle a une IA, bon, voilà, on peut douter, voilà. Et surtout si euh, on est dans une région qui peut-être ne comprend pas trop, voilà, a une certaine méfiance. Voilà, donc je peux comprendre que ce besoin est là. Et surtout que aussi, j'ai entendu parler de personnes, disons, d'organisations qui utilisent des questions d'IA pour soutirer de l'argent à des communautés. J'ai entendu ça au Mali. On utilise OpenIA pour voilà, faire certaines choses qui ne sont pas bien. Donc, il y a vraiment un besoin de... Et ça se comprend, comme les gens aussi ne savent pas trop. Donc, il y a Ouais. peut-être ce besoin. Et voilà, et peut-être qu'il faut qu'un acteur comble cela. Et bon, on peut réfléchir à ça. Oui, Donc, merci. peut-être pour compléter sa Oui, question. En oui. fait, moi, je l'ai compris dans si tu prends par exemple tout ce qui est RGPD aujourd'hui, on a des experts à RGPD. Mhm. Donc, c'est comme par exemple, si tu prends par exemple le cas aussi de Google et autres, à l'intérieur, tous les produits qui sont développés, si tu prends en fait tous les grands produits, derrière, il y a par exemple une équipe éthique, il y a une équipe voilà, qui va travailler sur la question d'inclusivité et tout, d'accord, avant même que le produit ne soit lancé. Donc, moi, j'ai compris en fait sa question dans ce sens-là. Mais comme tu l'as dit, chez nous, bon, nous ne sommes pas encore à ce niveau. Donc, ce sont des débuts de pistes de réflexion qui peuvent bien évidemment aboutir à une très grande voilà, section de conseils IA dans la sous-région. Pourquoi pas? OK. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Consensus a toujours la main levée ou bien c'est une ancienne main? Oh non, il n'y avait pas de main levée. D'accord. Parfait. Merci. Bon, je pense que c'est la fin. D'accord. Bon, pour ceux qui ont d'autres questions, vous pouvez contacter Dr. Rodrigue D'accord. sur sa page, à Alors, travers sa page LinkedIn et tout. il y a un qui avait posé la question. Bon, je peux laisser mon contact dans le... C'est plus simple. Sur les D'accord. papiers, bon, je voulais prendre
Oui, c'est vrai, ceux qui veulent lire les papiers, où est-ce qu'on peut les lire et puis pour avoir plus Oui. d'informations sur Bon, Citadel. j'ai mis mon mail dans le chat. Voilà. OK. Les papiers, bon. Ah, moi, je ne sais pas si tu as la petite liste que je t'avais envoyée pour mettre dans le chat. En fait, je ne sais pas là où je l'ai mis. Je peux le mettre dans le chat et aussi dans le groupe. On a un groupe des Voilà. parents. Voilà, je Voilà. pense que. Ceux qui sont intéressés, vous pourrez Voilà. euh, lire et puis vous inspirer. Si vous avez des idées pour de la recherche, je pense que Citadel, c'est le bon point de départ. Voilà. Exactement. Ok, merci Donc, au merci à docteur. tout le monde. Merci à vous pour l'invitation et puis à très bientôt. Merci à docteur Kafando Bonne pour suite. cet échange. Merci à tous les participants et participantes. J'espère que tout un chacun a tiré quelque chose durant cette session. Et restez connectés pour la suite du programme avec la présentation de Charisma par mademoiselle Nematou Kabore, la cofondatrice de Charisma. Bonne journée à tous. Merci.